Nous avons sur ces images le patron Raphaël de Grossi. l'AIEA. Raphaël Grossi, patron de l'Agence internationale énergie atomique. On l'écoute. Nous ont conduit tout d'abord au site de Tchernobyl et ensuite tout naturellement, je me suis rendu à Kiev. J'ai pu discuter avec le président Zelensky sur place. Et donc, la mission était très importante. Vous vous souviendrez peut-être que j'insistais sur le fait que nous puissions avoir l'occasion de nous rendre sur place, car nous avions perdu des connexions importantes au site et nous avions aussi besoin de pouvoir faire une évaluation de la situation en termes de radiation sur le site, ce qui a été possible cette fois-ci. Nous avons aussi eu l'occasion de commencer à livrer de l'équipement. Cette fois-ci, nous nous sommes rendus sur place avec une quantité assez substantielle d'équipement, comme c'était demandé par nos homologues ukrainiens. Et nous avons aussi pu discuter de choses dont je vous informerai plus tard. Nous avons aussi eu quelques indications, des images que je voulais préparer pour vous donner une idée plus claire de ce qui a été réalisé sur place. Et ensuite, nous pourrons bien sûr y revenir et voir s'il y a des doutes, des questions que vous aimeriez éclaircir. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le site de Tchernobyl. Vous pouvez voir ici le sarcophage. Vous pouvez voir les réacteurs et ce qu'il y a autour fait partie de la zone d'exclusion qui est assez vaste. Nous voulions souligner pour vous l'anneau blanc que vous voyez là. C'est une zone spécifique où nous voulions aller faire une inspection, car c'est une zone où il y a eu des excavations, très vraisemblablement faites par les forces d'occupation durant leur présence qui a duré un mois sur place. Il y a eu d'autres inspections, d'autres mesures qui ont été prises, mais ça, c'était la chose la plus urgente en raison de l'information selon laquelle il était possible qu'il y ait eu une exposition extraordinaire aux radiations sur le site. Vous pouvez voir nos experts. Cette photographie date d'hier ou de ce matin, d'hier en fait. C'est ce qui s'est produit hier. Vous voyez ici les excavations et nos experts qui ont fait le voyage avec moi, qui prennent des mesures. Un aspect important de la mission, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est la connectivité, notre capacité à pouvoir surveiller la situation à distance, et cette capacité avait été interrompue. Je vous avais montré à de nombreuses occasions ce tableau, et bien sûr, quand vous voyez du rouge, ça veut dire qu'on a une perte de signal et que l'information ne nous parvient plus. Or, cette information nous est indispensable parce que il y a beaucoup de combustible épuisé sur place et on ne pouvait plus le surveiller. Les experts qui sont venus avec moi, voici le directeur général adjoint, Madame Vra, qui est responsable des opérations de sécurité de l'agence, et cette opération rentre dans le cadre de ses attributions. Nous sommes rendus sur place avec une antenne que nous devions remplacer et vous pouvez déjà voir, ça c'est la situation à ce matin, vous pouvez déjà voir que l'on a récupéré beaucoup d'informations, ce qui est indispensable pour nous. Et je pense qu'au cours des prochaines heures, tout le tableau sera vert. Alors voici une information très importante que j'aimerais que chacun d'entre vous ait à l'esprit concernant le niveau de radiation que nous avons pu mesurer et identifier
après les premières mesures qui ont été prises. Ça, c'est un graphe très simplifié, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Toute personne qui connaît un peu les enjeux de la radioprotection, de la dosimétrie, savent qu'il y a différentes manières de mesurer cela, qu'il y a différents critères et qu'on peut regarder ces chiffres de plusieurs manières différentes. Mais ce sont nos mesures et c'est ce qui doit être compris. Ce que vous voyez à gauche, c'est le niveau de radiation normale, naturelle, qu'on a mesuré ici à Vienne. Ici, c'est ce qu'on a mesuré près des excavations. Ça, c'est là où les excavations ont eu lieu, à l'intérieur des trouées qui ont été creusées. Et vous pouvez voir que c'est plus bas que la limite maximale autorisée pour des personnes qui travaillent dans des zones exposées aux radiations. Ce qui vous donne... Alors, dites à la personne qui vient d'appeler que je suis occupé. Ceci vous donne l'impression suivante, ou plutôt l'information suivante. Bien sûr, il y a eu une augmentation de la quantité de radiation, mais cette augmentation reste encore significativement en deçà des limites maximales autorisées pour les personnes qui travaillent dans un environnement où des radiations sont présentes. Et donc, le message est le suivant. Bien sûr, il y a eu une augmentation de la quantité de radiation, mais la situation n'est pas une situation dont on pourrait dire qu'elle est très dangereuse pour l'environnement ou pour les individus au moment où nous avons pris ces mesures. Voici donc les remarques d'introduction pour vous donner une idée de ce qui a été réalisé, de ce qui pourrait se produire à l'avenir. Et je pense qu'au travers de vos questions, nous allons pouvoir approfondir quelque peu le sujet. Donc je conclus ici ma présentation et j'attends vos questions. Bonjour. Ce dernier niveau d'exposition aux radiations dont vous parliez, est-ce que c'est lié au rapport sur des soldats russes qui auraient été exposés à une grande quantité de radiation? Est-ce que vous dites que c'est impossible? Est-ce que vous dites que cette information est fausse? Non, tout ce que je dis, c'est que ce sont là les niveaux que nous avons mesurés. Vous pouvez, à partir de cela, faire des extrapolations sur la situation hypothétique des personnes présentes sur place. Nous avons posé des questions concernant la possibilité que des personnes aient été exposées aux radiations. Nous n'avons pas reçu de réponse. Mais vous parlez de la forêt. Oui, la forêt aux alentours. Mais est-ce qu'il y a eu des informations sur les experts qui ont dit que ces soldats allaient mourir dans les prochains mois à cause de l'exposition aux radiations? Nous n'avons pas d'informations à ce sujet et la situation telle qu'elle est, c'est celle que je vous ai présentée. Johannes Blechberger, CGTN. Est-ce que vous pourriez nous donner les dernières informations sur l'usine de Zaporizhzhia concernant le conflit armé qui a lieu à proximité, les opérations militaires à proximité de cette centrale nucléaire? Zaporizhzhia est ce qui m'inquiète le plus en ce moment. C'est au sommet de la liste des situations que nous surveillons de près concernant les installations nucléaires en Ukraine. Tchernobyl était un souci et continue à l'être, mais comme vous le voyez, nous travaillons et du point de vue des radiations, ce lieu est stable. Et nous avons à présent commencé à entreprendre d'autres activités avec nos homologues ukrainiens. À Zaporizhzhia, la situation continue à être inquiétante. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, c'est toujours une zone contrôlée par les Russes. Et donc, le régulateur ukrainien n'a pas accès à ce qui se passe là-bas.
Et il y a un certain nombre d'activités qui doivent avoir lieu en termes d'inspection, en termes de sécurité que nous devons réaliser sur place et nous devrons réaliser ces actions au plus tôt. Et enfin, du point de vue de la sécurité, comme vous vous en souviendrez peut-être, le 4 mars, il y a eu ces épisodes de violence, d'impact balistique à proximité du réacteur et nous devons nous assurer de la fonctionnalité des mesures de sécurité, des équipements de sécurité. Nous voulons voir s'il y a eu un impact physique sur l'équipement de sécurité. Donc il y a beaucoup à faire sur place. Très clairement, la situation dans Zaporijjia et aux alentours n'est pas seulement une question de sécurité militaire, c'est aussi une question très politique. C'est pourquoi j'en parlais avec le président Zelensky. Nous avons beaucoup parlé de ce sujet parce que nous sommes tous conscients du fait que nous devons nous rendre sur place. Mais comme cette zone est occupée par les forces russes, il y a des implications en termes de ce que cela signifie du point de vue du conflit militaire, du point de vue de la guerre qui a lieu en Ukraine. Ce que je peux vous dire actuellement, c'est que nous continuons à discuter avant tout avec les Ukrainiens, mais aussi avec les Russes. Et dans quelques jours, je rencontrerai également mon homologue russe et nous continuerons cette conversation. Vous avez aussi parlé dans votre question d'informations concernant des missiles qui auraient survolé le site. Nous avons reçu des vidéos, nous sommes en train de vérifier la situation. Nous devons être à 100% sûrs que cela s'est produit. Dans tous les cas, je dois dire que cette situation, si elle se confirmait, serait extrêmement sérieuse. Je l'ai dit depuis le début de cette crise, l'intégrité structurelle de ces installations n'est pas négociable. Et si un missile venait à rater sa cible, ça pourrait avoir un impact extrêmement grave. Nous devons donc revenir à Zaporijjia. C'est très important que nous puissions nous rendre sur place. Des dizaines de milliers d'unités de plutonium enrichi sont présentes sur place et nous devons être capables d'inspecter ces sites. C'est vraiment la question pressante du moment. J'ai des questions plus tard pour l'Iran, mais d'abord j'aimerais parler de l'Ukraine et de Tchernobyl, juste pour comprendre le niveau de dose. Je pensais que 20 c'était un niveau cumulatif pour l'année. C'est le niveau autorisé qu'un travailleur peut recevoir sur une année. Et donc les 6,5, c'est si vous avez passé 3 jours sur place. Non, beaucoup moins en fait. En beaucoup moins de jours, 6,5, vous seriez en sécurité. Et nous savons que personne n'a été sur place de manière permanente. Mais comme je l'ai dit, nous avons soumis la question et nous n'avons reçu aucune réponse. Ce que vous pouvez voir très clairement, d'après ce graphe, c'est que les niveaux, il y a un pic et c'est cohérent avec ce que l'on a vu en général. Vous vous souvenez, quand les Russes sont venus, sont arrivés, les niveaux ont augmenté, mais c'est toujours resté bien en deçà des niveaux de sécurité maximaux. Donc, après que c'est tranché ou autre, oui, c'est des excavations. Donc, après ces excavations, ça a affecté le niveau. Est-ce que le niveau aurait été plus élevé quand elles ont été creusées? Non, normalement, c'est des niveaux qui sont stables et la baisse est très très lente. La radiation ne s'évapore pas comme ça spontanément en l'espace d'une semaine, juste parce qu'on creuse dans le sol. Donc, il n'y a pas, a priori, il n'y a pas de risque sanitaire pour les personnes qui creusaient ces tranchées. Eh bien, je dirais que ce n'était pas bon pour leur santé,
Si vous commencez, je ne recommanderais à personne de commencer à creuser un lieu qui a été exposé à de très fortes radiations. Il y a bien sûr un risque. Néanmoins, comme vous le savez, c'est une décision qui a probablement été prise par des forces militaires ou des forces de sécurité. Je ne sais pas sous quelles circonstances, je ne sais pas quel genre d'équipement de protection ils ont utilisé. Ce sont des facteurs que nous ne connaissons pas. Mais très franchement, ce n'est pas un endroit pour un pique-nique ou pour creuser la terre. Alors j'aimerais juste qu'on en parle en termes simples. Vous dites que c'est risqué, mais pas si risqué que ça concrètement. Oui, c'est risqué. Ce qu'il faut dire, c'est que bien sûr, c'est risqué d'entreprendre ce genre d'excavation. Mais si vous me demandez si les niveaux accumulés sont des niveaux qui peuvent avoir des conséquences en ligne avec ce qui a été rapporté, eh bien c'est pour ça que c'est important d'avoir une mission comme la nôtre. On se rend sur place avec des inspecteurs indépendants pour vérifier la sécurité, pour voir quelle était la situation réellement, et voici la situation telle qu'elle est. Est-ce que vous vous attendiez à ce résultat? Non, nous n'avions pas d'a priori sur la situation, nous ne savions pas ce qui se passait sur place, et nos équipes de sécurité sur place ont fait des conjectures, ils ont fait des calculs, et on peut considérer que la situation n'était pas dangereuse, mais bien sûr, vous savez très bien que dans notre agence, jusqu'à ce qu'on se soit rendu sur place et qu'on ait pu prendre des mesures, on ne confirme et n'infirme rien. Merci beaucoup. J'aimerais vous poser des questions sur Zaporizhzhia. Vous en avez parlé, mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres centrales nucléaires en Ukraine. Je voulais savoir s'il y avait des projets sur lesquels vous travaillez dès à présent pour améliorer la situation là-bas. Oui, nous travaillons sur tous les sites, sauf Zaporizhzhia, bien sûr, à l'exception de Zaporizhzhia. Mais nous travaillons aussi sur le sujet de Zaporizhzhia, parce que nous avons en fait toujours certaines informations qui nous remontent par connexion à distance. Mais sur les autres centrales ukrainiennes, par exemple celle dans le sud de l'Ukraine, vous vous souvenez peut-être que je me suis rendu sur place, j'ai visité cette centrale nucléaire. À part cela, nous avons recommencé nos activités d'inspection dans ces lieux, nos activités de sécurité qui sont aussi très importantes. Nous travaillons aussi sur des questions de sécurité et nous sommes aussi tombés d'accord sur le fait qu'au cours des prochaines semaines, des prochains mois probablement, nous allons envoyer plus de personnel sur place. Mais si vous me posez la question au jour d'aujourd'hui, ces autres centrales ne présentent pas une situation urgente qui exige une réaction, une action de notre part. Pas en tout cas au même niveau de priorité que pour Zaporizhzhia. Une question sur l'Iran. Vous avez conclu un accord avec l'Iran au début du mois de mars. Ils auraient dû répondre à certaines de vos questions. C'est-à-dire qu'il y a une semaine, vous deviez avoir une réunion et le délai pour cette réunion est dépassé. Est-ce que cette réunion a bien eu lieu? Alors, cette réunion a bien eu lieu. Et nous sommes dans les temps pour les questions-réponses. Est-ce qu'il y a eu des délais? Pas peut-être 1 ou 2 jours de délai, mais les choses avancent. C'est une des questions que j'allais vous poser sur l'Iran, mais j'en ai une autre. Vous avez fait une interview avec l'agence AP quand vous étiez en Ukraine. J'aimerais ici reprendre une de vos citations, une de vos déclarations. Vous avez parlé des nouvelles pièces détachées pour les centrifuges à Natanz. Dans votre rapport, vous avez dit où à Natanz cet atelier allait se trouver, mais dans votre interview, vous disiez qu'ils étaient en train de transférer la centrifuge
en un lieu où ils se sentent plus en sécurité. Est-ce que ça veut dire que la centrifuge a été déplacée sous terre? Oui, tout à fait. C'est le cas. Oui. Oui, ils travaillent. Je ne sais pas s'ils ont fini, Max. Voilà cette conférence du directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Point très important. Il a été question bien évidemment de Tchernobyl, Catherine Gentil, mais surtout de Zaporijjia. Je cite le patron de cette agence. C'est une situation très inquiétante. Le fait surtout qu'il n'ait pas pu se rendre sur place. Et il a signalé également ces 3 tirs de missiles il y a quelques jours qui sont passés tout près de la centrale. Oui, il a dit qu'il y avait même eu un impact dans cette région et qu'il fallait justement que ces spécialistes puissent se rendre sur place pour voir s'il y avait des conséquences sur le réacteur de la centrale de Zaporijjia, dont je rappelle que c'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Donc le danger est d'autant plus grand. Mais pour l'instant, effectivement, toute la zone est tenue par les Russes et donc pour l'instant, toujours les inspecteurs de l'Agence internationale à l'énergie atomique ne peuvent pas se rendre encore sur les lieux. Mais il a dit quand même, le directeur, qu'il était en contact avec les Russes et qu'il espérait pouvoir s'y rendre rapidement, d'autant qu'il y a des opérations de maintenance et de régulation à faire qui sont absolument capitales pour le bon fonctionnement d'une centrale nucléaire et qu'on ne peut pas surseoir éternellement à ces opérations. Donc il faut trouver une solution rapidement avec les Russes pour se rendre sur place. C'est très compliqué, c'est très compliqué, général, j'allais dire, justement, cette surveillance à distance quand même. Les choses sont plutôt importantes en ce qui concerne les centrales. Il y en a plusieurs en Ukraine, pas forcément Tchernobyl et Zaporijjia. 15, effectivement, vous avez raison. Donc ne pas pouvoir se déplacer dans les territoires occupés par les Russes, c'est inquiétant. Oui, puis j'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse pas trouver un arrangement pour quelque chose d'aussi important que le nucléaire. Bon, il faut quand même dédramatiser, je peux me permettre, il ne faut pas non plus, dès qu'on dit le mot nucléaire, on a tout de suite peur, ce qui est normal. Mais bon, les centrales nucléaires sont quand même construites de telle façon qu'elles résistent à un certain nombre de chocs, notamment d'un avion, me semble-t-il, quelle que soit la centrale nucléaire. Bon, déjà, maintenant, il est anormal que cet organisme international ne puisse pas faire ses contrôles, sachant qu'il faut voir si l'étanchéité des centrales est bien assurée, s'il n'y a plus de détérioration. Donc il y a une inquiétude, je dirais qu'il y a peut-être un manque de sens de responsabilité. Je crois que quand nous on fait une planification des opérations, même à titre d'exercice, et qu'on met une centrale nucléaire, je dirais, dans l'entraînement, on sait ce qu'on doit faire pour permettre justement d'abord de ne pas faire la guerre dans cet endroit-là et éventuellement, s'il y avait quelque chose, pouvoir prendre des mesures adéquates et notamment laisser le passage aux organisations internationales. Et il a été question aussi de Tchernobyl et de ces soldats russes envoyés au casse-pipe en quelque sorte par leur hiérarchie en leur faisant creuser des tranchées dans un sol évidemment contaminé. Ça, c'est confirmé par l'AIE. Il y a beaucoup d'interrogations. J'avoue que pour moi, j'appelle ça une faute de commandement pour commencer, pour être basique. Ne pas savoir où on met les pieds dans une zone de combat. Il est anormal qu'il n'y ait pas des cartes qui aient dit on ne doit pas y aller. Ensuite, que les officiers ou sous-officiers, s'il y en a, n'ont pas dit on ne doit pas aller là. Et ensuite, on a laissé les soldats sans doute sans moyen de protection. Et là, c'est plus grave. Merci infiniment à tous les deux. Dans quelques instants, dans le Club Le Chatelier, vous suivrez la visite d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Il va rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Vous pourrez suivre cette rencontre.